quels sont les facteurs clés vous ayant poussé à opter pour un enseignement éco-responsable à Polytechnique? Ça a surtout été des facteurs économiques et une volonté forte du milieu industriel. Donc, en fait, la filière bâtiment durable et intelligent a été créée parce que on se rend compte aujourd'hui que il y a des normes de plus en plus strictes sur le bâtiment, les diverses réglementations thermiques, RT 2012, plus tard RT 2020, qui vont demander à ce que le bâtiment soit de plus en plus performant. Et le secteur du bâtiment a besoin d'ingénieurs qui sachent construire des bâtiments éco-responsables. Voilà, donc des entreprises locales ont demandé, notamment à l'Université de Nice, de monter cette formation d'ingénieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler des bâtiments? Alors on sait que le bâtiment il est intelligent, c'est-à-dire que au niveau du temps et de la chaleur, j'ai pas tout compris, mais je sais qu'il garde la chaleur. L'adaptation énergétique, voilà, au niveau de... Il ferme ses stores quand il y a du soleil et il les relève quand il y a du vent. Automatiquement? Automatiquement, ouais. Est-ce que vous ressentez justement l'omniprésence d'un enseignement éco-responsable à l'intérieur de votre école et à travers vos matières? Non, pas du tout. On n'est pas du tout sensibilisé en fait à l'écologie, ni dans nos matières, ni dans l'école. On ne nous enseigne pas du tout cet aspect-là. I think it would be interesting for the next generation to receive an eco-friendly courses in college. I think it'd be interesting, but I don't know how viable it would be and how much attention people pay to it. Yeah. Because just because they're taught something in university and college and school doesn't mean that they're necessarily going to listen to it. Après notre passage à Polytechnique, nous avons pu remarquer qu'en fonction de la filière suivie par les étudiants, l'enseignement éco-responsable ne fait pas obligatoirement partie du programme. Allons sur le campus de Schema pour entendre leur expérience dans ce domaine. Les grandes écoles peuvent-elles générer un avantage concurrentiel à travers un enseignement éco-responsable? Il est difficile aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de ces concepts, à la fois dans le monde économique, mais aussi sur la perception sociétale de ces concepts, il est difficile aujourd'hui pour un établissement d'enseignement supérieur d'annoncer qu'ils n'ont pas fait évoluer leur méthodologie d'enseignement, mais aussi les contenus d'enseignement pour intégrer cette dimension d'éco-responsabilité. Donc aujourd'hui, on aurait une différence concurrentielle si on ne le faisait pas, et qui serait une différence plutôt négative, ou négativement perçue potentiellement par nos étudiants, par les entreprises qui vont les recruter, qui sont définies notamment. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet normatif extrêmement important, vous avez raison, et la norme vient à la fois une pression sociale ou sociétale, mais elle vient aussi une norme du milieu d'enseignement supérieur, puisque des organismes d'accréditation, notamment les deux grandes normes internationales que sont EQUIS et ACSB pour la norme européenne et la norme américaine, ont intégré très fortement cette dimension d'éco-responsabilité dans leur structure et dans les évaluations des établissements d'enseignement supérieur et des programmes de formation. Donc c'est vrai qu'en plus il y a cette pression de la norme, pression qui se renforce, la tendance montre que ça se renforce. EQUIS a intégré dans son évolution récente complètement dans la norme la notion de Corporate Social Responsibility, quelque chose de nouveau dans la norme, donc c'est vraiment intégré aujourd'hui. Ça veut dire que toute école accréditée EQUIS ou réaccréditée EQUIS dans les prochaines années devra avoir intégré de façon vraiment importante cette notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors est-ce que les écoles peuvent aller plus loin? Certainement, il y a des dimensions en termes de responsabilité sociale ou d'éco-responsabilité où on peut aller plus loin, et un domaine d'application où il y a des développements très importants depuis un an ou deux va concerner tout ce qui est Massive Online Open Courses, donc les MOOC, l'enseignement à distance, où on voit des très très gros acteurs, toute la Ivy League américaine notamment, se positionner, ce qui permet d'apporter des systèmes de formation à des étudiants qui ne pourraient pas y avoir accès sinon. Est-ce que vous pourriez nous dire la part que ça pourrait représenter pour une grande école dans son budget? Une école X qui serait pas du tout à la norme, et qui déciderait du jour au lendemain de se mettre à la norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des cours en développement durable, par exemple. Et puis, phase 2, ce que je viens de dire, intégrer ces notions, développement durable, éthique, etc., dans certains enseignements. Donc ça veut dire faire évoluer ces cours. En fonction du portefeuille de cours, c'est difficile d'évaluer l'aspect financier de la question. Par contre, l'aspect normalisation, ça c'est un peu plus facile à évaluer, mais ça a tout simplement transformé le monde
l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles sont mesurées sur des critères qui sont plus des critères régionaux ou nationaux, mais qui sont des critères internationaux. Et donc, on a demandé, les écoles qui veulent arriver à ce niveau d'excellence doivent atteindre certains pourcentages de cours en anglais, pourcentage de publications internationales, doivent atteindre, en l'occurrence, pour ce qui concerne les normes liées à la Corporate Responsibility for Equities, et bien ça doit être intégré dans l'ensemble de nos pratiques. Ça veut dire qu'on doit avoir un organisme interne qui vérifie que c'est bien intégré, qu'on doit avoir des comités pour intégrer ça, pas seulement dans notre enseignement, mais aussi dans notre relation avec nos étudiants, dans la façon dont on intègre l'évaluation par nos étudiants de nos pratiques, comment ça va modifier nos pratiques, dans la façon dont on prête attention à l'intégration sociale sur nos populations d'étudiants. Donc ça veut dire simplement que ça modifie complètement notre façon de fonctionner. Donc c'est difficile à mesurer concrètement en termes financiers. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à mesurer ça. On le fait, mais on le fait pas seulement sur un cours ou sur un programme, c'est simplement la structure de fonctionnement, la structure de fonctionnement financier en fait, de l'école qui va se changer. Parce que vous allez devoir avoir des professeurs avec des profils différents, parce que vous allez avoir des pratiques en termes de recrutement, en termes de communication, en termes de moyens technologiques qui vont être juste différents. Notre étude nous a permis de constater qu'actuellement, les grandes écoles sont contraintes, sous la pression des institutions européennes et internationales, de s'adapter aux normes. Il est pour l'instant impossible de générer un avantage concurrentiel et de se différencier, étant donné qu'elles sont toutes sous l'obligation de s'adapter à ces standards. Le monde de l'éducation est amené à changer de visage dans les années à venir. Aux grandes écoles de saisir cette opportunité de s'adapter le plus rapidement possible afin de créer un avantage concurrentiel. L'enseignement durable va nécessairement évoluer avec par exemple de massive online courses, système éducatif très jeune qui reste un domaine à exploiter.